Dans la lueur blafarde d'une grange abandonnée, les yeux du puissant étalon noir, promis à l'abattoir, croisèrent ceux de Mathieu, 16 ans et sans abri, deux âmes brisées, reconnaissant instantanément leur souffrance mutuelle. Ce que le monde des courses ignorait, c'est que cette rencontre désespérée entre un cheval condamné et un adolescent affamé allait transformer leur abandon en la plus fulgurante des revanches sur la prestigieuse piste de Saint-Cloud. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de commenter d'où dans le monde vous regardez. Allons-y. Les rues de Paris n'offraient aucune chaleur en ce mois de décembre glacial. La neige tombait silencieusement, recouvrant d'un manteau blanc les trottoirs et les bancs où Mathieu Lefebvre, 16 ans à peine, cherchait désespérément un abri pour la nuit. Son souffle formait de petits nuages blancs dans l'air glacé, tandis qu'il resserrait autour de lui un manteau usé, bien trop fin pour cette saison. « Encore une nuit à survivre », murmura-t-il, ses doigts rougis par le froid serrant les quelques pièces qui constituaient toute sa fortune. 3 mois déjà qu'il avait fui la maison familiale dans la banlieue de Versailles. 3 mois à dormir sous les ponts, dans les stations de métro, parfois dans les refuges quand la chance lui souriait. Mais ce soir, tous les abris étaient pleins et le thermomètre affichait moins 7 degrés. Mathieu N n'était pas un fugueur ordinaire, élève brillant autrefois. Il avait tout abandonné pour échapper au poing de son beau-père, un homme que l'alcool transformait en monstre. Sa mère, Sophie, trop faible ou trop brisée pour le protéger, avait fini par détourner le regard. La dernière nuit, alors que le sang coulait de son arcade sourcilière, Mathieu avait pris son sac à dos, quelques vêtements et avait disparu dans la nuit parisienne. Le jeune homme marchait maintenant le long de la Seine, dépassant le pont d'Austerlitz. Ses pas le menèrent instinctivement vers les zones moins urbanisées, là où parfois des granges abandonnées ou des entrepôts désaffectés pouvaient offrir un semblant d'abri. C'est alors qu'il aperçut au loin les silhouettes des écuries de Vincennes, un lieu où il n'avait jamais osé s'aventurer. Pourquoi pas, se dit-il, attiré par la promesse d'un peu de chaleur animale. S'approchant discrètement, Mathieu contourna le bâtiment principal. Les écuries de luxe étaient bien gardées, mais derrière se trouvaient d'anciennes installations, partiellement abandonnées. Il repéra une petite ouverture dans une clôture et s'y faufila, le cœur battant. Le jeune homme avança prudemment entre les bâtiments jusqu'à ce qu'un hennissement faible attire son attention. Dans l'obscurité d'une stalle isolée, Mathieu distingua la silhouette imposante d'un étalon noir. En s'approchant, ce qu'il vit lui serra le cœur. L'animal, autrefois majestueux sans aucun doute, était maintenant amaigri, le flanc marqué par une cicatrice encore fraîche. Ses yeux, pourtant, brillaient d'une intelligence et d'une fierté qui frappèrent Mathieu. « Salut, toi !» murmura-t-il doucement en tendant une main prudente. À sa grande surprise, le cheval ne recula pas. Il s'avança même légèrement, ses naseaux frémissant au contact de la main du garçon. « Qu'est-ce que tu fais là, petit ?» La voix rauque fit sursauter Mathieu. Un vieil homme se tenait dans l'ombre, une lanterne à la main. Marcel Dubois, 67 ans, palefrenier depuis l'âge de 14 ans, observait la scène avec un mélange de méfiance et de curiosité. « Je cherchais juste un abri pour la nuit, » balbutia Mathieu, s'apprêtant à fuir. « N'aie pas peur, » dit Marcel, radoucissant sa voix. « Je ne vais pas appeler la police. C'est rare de voir Tonnerre réagir ainsi avec un étranger. »« Tonnerre ? C'est son nom ?» demanda Mathieu, oubliant momentanément sa situation précaire. « Oui, Tonnerre de Brest, un champion il y a encore 2 ans, » soupira Marcel. « Maintenant, il n'est plus bon qu'à... » Enfin, tu comprends. Le regard du vieil homme s'assombrit et Mathieu comprit soudain l'horrible vérité. L'abattoir ? Mais pourquoi ? Il semble en bonne santé. Une blessure au tendon, expliqua Marcel, caressant l'encolure du cheval.
Pour les propriétaires, c'est fini. Demain matin, le camion vient le chercher. Mathieu sentit une colère sourde monter en lui. Dans les yeux de Tonnerre, il reconnaissait quelque chose qu'il voyait chaque matin dans son propre reflet. La lutte, la souffrance, mais aussi une volonté indomptable de vivre. « Combien ?» demanda-t-il impulsivement. « Pardon ? Combien pour le cheval ?» Marcel éclata d'un rire sans joie. « Tu plaisantes, gamin, tu n'as même pas de quoi te nourrir toi-même. »« Je peux travailler, » insista Mathieu. « Je peux nettoyer les écuries, m'occuper des chevaux. J'apprendrai vite. Et où le garderais-tu, ce cheval? Dans ta poche ?» Mathieu baissa la tête, confronté à la réalité de sa situation. Puis, une détermination nouvelle illumina son regard. « Monsieur Dubois, si je trouve un moyen de garder ce cheval avant demain matin, est-ce que vous m'aiderez? Est-ce que vous parlerez au propriétaire ?» Marcel observa longuement ce jeune homme déguenillé, transi de froid, mais dont les yeux brûlaient d'une flamme qu'il n'avait pas vue depuis longtemps. « Les propriétaires se fichent de ce cheval maintenant, » dit-il finalement. « Il leur coûte de l'argent pour rien, si tu trouves une solution. » Peut-être. Cette nuit-là, pour la première fois depuis des mois, Mathieu dormit dans la chaleur d'une écurie, blotti contre le flanc puissant de Tonnerre. Entre le jeune homme sans abri et le cheval destiné à l'abattoir, quelque chose d'inexplicable était produit. Une reconnaissance mutuelle, peut-être. Deux âmes blessées qui refusaient d'abandonner. À l'aube, quand Marcel revint, il trouva Mathieu déjà réveillé, nettoyant méticuleusement la stalle de Tonnerre. « J'ai réfléchi toute la nuit », annonça le jeune homme, le visage marqué par la fatigue, mais les yeux brillants de détermination. « Et j'ai un plan. » Le plan de Mathieu était simple dans sa conception, mais complexe dans son exécution. Tandis que Marcel écoutait, sceptique mais attentif, le jeune homme exposait son idée. « J'ai rencontré un homme il y a quelques semaines, Pierre Clément, un ancien entraîneur qui possède une petite propriété à la périphérie de Chantilly. Il m'a offert du travail ponctuel, à nettoyer sa grange. Il parlait toujours de ses chevaux avec nostalgie. » Marcel secoua la tête. « Chantilly, c'est à plus de 40 kilomètres d'ici. »« Et tu crois que ce Pierre va accueillir un cheval blessé comme ça, par bonté d'âme ?»« Non, » répondit Mathieu. « Mais peut-être le fera-t-il, si je lui propose de travailler gratuitement en échange de l'hébergement de Tonnerre. J'ai remarqué que sa propriété est assez délabrée. Il a besoin d'aide, même s'il est trop fier pour l'admettre. » Un bruit de moteur interrompit leur conversation. Par la petite fenêtre de l'écurie, ils aperçurent une Mercedes noire qui se garait devant le bâtiment principal. « C'est lui », murmura Marcel, « François Beaumont, le propriétaire. » Le cœur de Mathieu se serra. Ce nom ne lui était pas inconnu. François Beaumont, magnate de l'immobilier parisien, était régulièrement dans les journaux pour ses transactions colossales et sa réputation impitoyable en affaires. « Va te cacher là-bas », ordonna Marcel. « Je vais lui parler. » Mathieu se dissimula derrière une pile de foin, mais resta suffisamment proche pour entendre la conversation. Un homme élégant, la cinquantaine, vêtu d'un costume sur mesure, entra dans l'écurie, suivi par deux assistants. « Alors, Marcel, tout est prêt pour le départ de cette déception. » La voix de Beaumont était aussi froide que le vent d'hiver. « Monsieur Beaumont, » commença Marcel, « j'ai peut-être une autre solution pour Tonnerre. »« Vraiment? Un miracle peut-être » railla l'homme d'affaires. « Non, monsieur. Un jeune homme qui serait prêt à prendre Tonnerre en charge. » Beaumont éclata de rire. « Et qui paierait quoi? Ce cheval me coûte une fortune en frais vétérinaires pour rien. » Les meilleurs spécialistes ont confirmé qu'il ne courra plus jamais. C'est à ce moment que Mathieu sortit de sa cachette, incapable de se contenir plus longtemps. « Monsieur Beaumont, » dit-il en s'avançant, ignorant le regard d'avertissement de Marcel. « Je m'appelle Mathieu Lefebvre. Je ne peux pas vous offrir d'argent, c'est vrai. Mais je peux vous promettre que ce cheval ne vous coûtera plus rien.
Beaumont dévisagea le jeune homme débraillé qui osait l'interrompre. Ses yeux calculateurs évaluèrent rapidement Mathieu, de ses vêtements usés à ses mains gercées par le froid. « Et pourquoi voudrais-tu ce cheval » demanda-t-il finalement, plus intrigué qu'agacé. Mathieu hésita, puis opta pour la sincérité. « Parce qu'il mérite une seconde chance. » « Comme moi !» Un silence pesant s'installa. L'un des assistants chuchota quelque chose à l'oreille de Beaumont, qui hocha la tête. « Tu sais combien vaut ce cheval, même blessé ?» demanda Beaumont. « La viande et le cuir rapporteront au moins 2000 €. Je travaillerai pour vous, » proposa Mathieu, « dans vos écuries, vos propriétés, n'importe où, jusqu'à ce que j'aie remboursé cette somme. » Beaumont considéra l'offre, puis secoua la tête. « Je n'ai pas besoin d'un gamin sans expérience. » Mathieu sentit l'espoir s'envoler, mais c'est alors que Marcel intervint, à sa grande surprise. « Si je peux me permettre, monsieur, ce garçon a quelque chose de spécial avec les chevaux. Et puis, pensez à la publicité. François Beaumont sauve un cheval de l'abattoir par compassion. Les journalistes adoreraient cette histoire. » Les yeux de Beaumont s'illuminèrent brièvement. Sa réputation d'homme d'affaires impitoyable commençait à nuire à certains de ses projets immobiliers les plus controversés. Un peu de bonne presse ne ferait pas de mal. « Très bien, » concéda-t-il après un moment de réflexion. « Le cheval est à toi, gamin, mais je veux des photos pour la presse et un contrat qui stipule que je ne suis plus responsable de cet animal. » Mathieu pouvait à peine contenir sa joie. « Merci, monsieur Beaumont. » « Vous ne le regretterez pas. » L'homme d'affaires fit un geste dédaigneux de la main. « Si, probablement. Mais pour 2000 €, c'est un pari que je peux me permettre de perdre. » Il se tourna vers ses assistants. « Préparez les papiers. » Après leur départ, Mathieu se précipita vers Tonnerre, enfouissant son visage dans la crinière noire du cheval. « On l'a fait, mon grand. »« On l'a fait !» Marcel observait la scène avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. « Ne te réjouis pas trop vite, petit. Le plus dur reste à venir. Comment vas-tu emmener ce cheval à Chantilly, et si ton Pierre refuse ?» Mathieu caressa l'encolure de Tonnerre, sentant sous ses doigts la puissance contenue de l'animal. « On trouvera une solution. On n'a pas le choix. » Le vieux palefrenier soupira, puis sourit malgré lui. « J'ai une vieille camionnette. Elle n'est pas belle, mais elle peut nous emmener à Chantilly. » Les yeux de Mathieu S. écarquillèrent. « Vous viendriez avec nous ?»« Juste pour m'assurer que tu ne fais pas de bêtises, » grommela Marcel. « Et puis, je suis curieux de voir ce Pierre Clément. » Dans le temps, il était connu comme un excellent entraîneur, avant sa chute. Sa chute ? Une histoire pour la route, répondit Marcel, sortant déjà son téléphone. Laisse-moi appeler ma nièce pour qu'elle s'occupe de mes chats. On part dans 1 heure. La vieille camionnette de Marcel avançait laborieusement sur l'autoroute A1, brinque-ballant à chaque irrégularité de la route. À l'arrière, dans un espace exigu mais aménagé avec soin, Tonnerre se tenait stoïque malgré les secousses. Mathieu, assis à côté de Marcel, jetait constamment des coups d'œil, inquiet, par la vitre arrière pour s'assurer que le cheval supportait bien le voyage. « Il va bien », assura Marcel, les yeux rivés sur la route. « Et que les animaux sont plus résistants qu'on ne le croit. » La neige avait cessé, mais le ciel restait d'un gris opaque qui semblait peser sur le paysage. Les champs de hêle Île-de-France défilaient, monotones, dans leur blancheur hivernale. « Vous aviez promis de me parler de Pierre Clément », rappela Mathieu, brisant un silence qui durait depuis plusieurs kilomètres. Marcel soupira, comme s'il hésitait encore à partager cette histoire. « Pierre était l'un des meilleurs, » commença-t-il finalement. « Un talent naturel avec les chevaux. Il a entraîné 3 vainqueurs du prix de l'Arc de Triomphe dans les années 90. Un record. Alors pourquoi a-t-il tout abandonné? L'orgueil, l'amour, la trahison, les 3 cavaliers de l'apocalypse personnel de Pierre, dit Marcel avec une pointe d'amertume. Il est tombé amoureux de Diane de Montalembert, la fille d'un des plus grands propriétaires de chevaux de course.
belle comme le jour, mais pourrie jusqu'à la moelle. La camionnette prit un virage serré et Mathieu entendit Tonnerre hennir doucement. Diane a convaincu Pierre de tricher lors d'une course importante, de droguer un cheval concurrent. Pierre ne l'aurait jamais fait par cupidité, mais par amour, ça, oui. Marcel secoua la tête. Il a été pris la main dans le sac, disqualifié à vie. Diane l'a quitté dès que le scandale a éclaté. Il a tout perdu en quelques jours. Sa réputation, son amour, sa carrière. C'est horrible, murmura Mathieu. Le pire, c'est que le cheval qu'il a drogué est mort quelques jours plus tard. Une réaction au produit. Pierre ne se l'est jamais pardonné. Un silence pesant s'installa dans la cabine. Dehors, les premiers signes de la forêt de Chantilly commençaient à apparaître. « Tu es sûr de vouloir impliquer cet homme ?» demanda finalement Marcel. « Il vit comme un ermite depuis 15 ans. » Mathieu fixa l'horizon. « Les gens méritent une seconde chance, les chevaux aussi. » Marcel lui jeta un regard en coin, un sourire discret étirant ses lèvres ridées. « Tu parles comme un vieux, petit. Pas comme un gamin de 16 ans. » « Je n'ai plus vraiment 16 ans, » répondit simplement Mathieu. La propriété de Pierre Clément se révéla être encore plus délabrée que dans les souvenirs de Mathieu. L'ancienne ferme équestre, autrefois sans doute magnifique, tombait littéralement en ruine. La peinture blanche écaillait sur les murs. La toiture de la grange principale présentait des trous béants, et le manège extérieur N était plus qu'un terrain vague envahi par les mauvaises herbes. Mon Dieu! Souffla Marcel en garant la camionnette devant la maison principale. C'est pire que ce que j'imaginais. Un homme apparut sur le perron, attiré par le bruit du moteur. Grand, sec, la soixantaine avancée, Pierre Clément avait conservé une certaine prestance malgré des vêtements usés et une barbe grise mal entretenue. Ses yeux bleus, d'une clarté saisissante, se plissèrent en reconnaissant Mathieu. « Tiens donc, le petit vagabond !» lança-t-il d'une voix rocailleuse. Et avec de la compagnie, cette fois. Mathieu descendit de la camionnette, le cœur battant. « Bonjour, monsieur Clément. Nous avons besoin de votre aide. » Pierre s'approcha, intrigué, puis il aperçut Marcel qui sortait à son tour. Les deux hommes se figèrent, se reconnaissant instantanément. « Marcel Dubois » articula Pierre, son visage se fermant immédiatement. « Qu'est-ce que tu fais chez moi ?»« Bonjour Pierre » répondit calmement Marcel. « Ça fait longtemps. »« Pas assez » répliqua sèchement Pierre. Puis, s'adressant à Mathieu, « Si c'est lui qui t'envoie, tu peux repartir tout de suite. »« Non » protesta Mathieu, « je ne savais même pas que vous vous connaissiez. Nous sommes venus parce que j'ai besoin d'un abri pour ce cheval. » Il désigna l'arrière de la camionnette. Il allait être envoyé à l'abattoir ce matin. L'expression de Pierre changea subtilement à la mention du cheval. Malgré sa rancœur évidente envers Marcel, la curiosité professionnelle semblait plus forte. « Quel cheval ?» demanda-t-il, s'approchant de la camionnette. Marcel ouvrit les portes arrière, révélant Tonnerre qui ébroua, visiblement soulagé de voir la lumière du jour. Pierre resta immobile, étudiant l'animal avec l'œil expert d'un homme qui avait passé sa vie auprès des chevaux. « Tonnerre de Brest », murmura-t-il, une lueur de reconnaissance dans le regard. « Le champion de Beaumont. » Il se tourna vers Mathieu. « Comment as-tu obtenu ce cheval ?»« C'est une longue histoire, » intervint Marcel. « On pourrait peut-être en discuter à l'intérieur. Il fait un froid de canard. » Pierre hésita, puis hocha la tête à contre-cœur. « Il y a une stalle disponible dans la grange. Elle n'est pas luxueuse, mais elle est solide et sèche. » Il regarda Mathieu droit dans les yeux. « Tu peux installer ton cheval. Ensuite, vous me raconterez cette histoire. » Tous les deux. L'intérieur de la maison de Pierre était aussi austère que son propriétaire. Une grande pièce à vivre, dominée par une cheminée en pierre où crépitait un feu modeste, quelques meubles usés mais de qualité et sur tous les murs, des photographies de chevaux.
Des dizaines de clichés encadrés témoignant d'une gloire passée. Mathieu, assis sur un fauteuil élimé, une tasse de café brûlant entre les mains, observait ces images avec fascination pendant que Marcel terminait le récit des derniers événements. Et donc Beaumont a accepté de lui céder le cheval. Juste comme ça, demanda Pierre, incrédule, assis face à eux. Pas juste comme ça, corrigea Marcel. Le gamin a eu du cran. Et j'ai peut-être mentionné les avantages en termes d'image publique. Pierre émit un rire sec. Beaumont et son image, toujours aussi imbu de lui-même, plus que jamais, confirma Marcel. Un silence inconfortable s'installa. Mathieu sentait qu'il y avait bien plus entre ces deux hommes qu'une simple connaissance professionnelle. « Vous étiez amis ?» osa-t-il finalement demander. Les deux hommes échangèrent un regard chargé de non-dits. On était comme des frères, répondit Pierre après un long moment. Avant que je témoigne contre lui lors de l'enquête sur le scandale de dopage, précisa Marcel, regardant Pierre droit dans les yeux. Je n'avais pas le choix, Pierre, j'y étais sous serment. On a toujours le choix, rétorqua Pierre, une vieille amertume ravivée dans sa voix. Tu aurais pu mentir, dire que tu n'avais rien vu, et devenir complice. Risquer ma propre carrière? Pourquoi, Pierre? Pour couvrir une erreur que tu n'aurais jamais dû commettre. Mathieu S. éclaircit la gorge, mal à l'aise. Je peux peut-être vous laisser discuter en privé. Non, intervint Pierre, levant une main. C'est de l'histoire ancienne. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est ton histoire à toi, gamin, et celle de ce cheval. Encouragé, Mathieu raconta son parcours. Sa fuite de la maison familiale, les mois dans la rue, sa rencontre fortuite avec Tonnerre. Il parla avec une franchise désarmante qui sembla toucher Pierre malgré ses efforts pour rester détaché. « Et tu penses pouvoir sauver ce cheval ?» demanda Pierre quand Mathieu eut terminé. « Tu sais qu'une blessure au tendon, c'est pratiquement une condamnation pour un cheval de course ?»« Je ne veux pas qu'il redevienne un champion, » répondit simplement Mathieu. Je veux juste qu'il vive, qu'il ait une chance, comme j'en ai eu une en le rencontrant. Pierre se leva brusquement et s'approcha de la fenêtre. Dans la grange visible depuis la maison, on pouvait apercevoir la silhouette noire de Tonnerre qui explorait sa nouvelle stalle. « Et qu'est-ce que tu attends de moi exactement ?» demanda-t-il sans se retourner. « Un toit pour lui, et des conseils pour moi, » répondit honnêtement Mathieu. « Je travaillerai. Je réparerai ce qui doit l'être dans votre propriété. Je m'occuperai de Tonnerre. Je ne serai pas un fardeau. »« Tu as 16 ans, » objecta Pierre. « Tu devrais être à l'école, pas à t'occuper d'un cheval mourant dans une ferme en ruine. Je n'ai nulle part où aller. » contra Mathieu avec une dignité qui frappa les deux hommes, et Tonnerre non plus. Pierre se tourna enfin, son visage marqué par une émotion difficilement identifiable. « 1 semaine, concéda-t-il. Je vous donne 1 semaine, à toi et ton cheval. Ensuite, on verra. » Marcel, qui était resté silencieux pendant cet échange, se permit un léger sourire. « Généreux de ta part, Pierre. »« Ne pousse pas ta chance, Marcel, » grommela Pierre. « Tu repars ce soir, je suppose. »« J'avais pensé rester 1 jour ou 2, » répondit Marcel, « pour aider le petit à s'installer. » Pierre hésita, puis haussa les épaules. « Là, il y a une chambre d'amis à l'étage. Elle n'a pas été utilisée depuis des années, mais les draps sont dans l'armoire. »« Merci, » dit simplement Marcel. Plus tard, dans la soirée, après un dîner silencieux préparé par Pierre, une simple soupe de légumes accompagnée de pain dur mais nourrissant, Mathieu se rendit à la grange pour voir comment Tonnerre s'adaptait à son nouvel environnement. La stalle était rudimentaire mais propre, avec de la paille fraîche que Pierre avait fournie. À la surprise de Mathieu, il trouva l'ancien entraîneur déjà là, examinant attentivement la jambe blessée du cheval. « Le tendon est sévèrement endommagé, » constata Pierre sans lever les yeux, « mais pas irrécupérable. Vous pensez qu'il pourrait guérir ?» demanda Mathieu, l'espoir perçant dans sa voix. Pierre se redressa, caressant distraitement l'encolure de Tonnerre.
Guérir suffisamment pour vivre confortablement? Oui. Pour recourir au niveau professionnel? Probablement pas. Mathieu s'approcha, s'arrêtant à côté de Pierre. « Ça me suffit. Je veux juste qu'il aille bien. » Pierre observa le jeune homme pendant un long moment. « Tu es un drôle de gamin, Mathieu Lefebvre. » La plupart des jeunes de ton âge penseraient à des jeux vidéo ou à impressionner les filles, pas à sauver un cheval condamné. La rue change les priorités, répondit simplement Mathieu. Les jours suivants écoulèrent dans un rythme régulier que Mathieu n'avait pas connu depuis longtemps. Levé à l'aube, il commençait par s'occuper de Tonnerre, nettoyage de la stalle, vérification de la nourriture et de l'eau, inspection minutieuse de la jambe blessée selon les instructions de Pierre. Puis venaient les travaux sur la propriété. Le jeune homme s'attaquait aux réparations les plus urgentes avec une énergie qui semblait inépuisable. Ce matin-là, Marcel l'observait depuis la cuisine, tasse de café à la main, tandis que Mathieu s'activait à colmater une fuite dans la toiture de la grange. « Ce gamin est étonnant », commenta-t-il alors que Pierre entrait dans la pièce. 3 jours qu'il travaille comme un forcené sans jamais se plaindre. Pierre grogna en se servant du café. Il essaie de prouver sa valeur, de gagner sa place. « Ça te rappelle quelqu'un » demanda Marcel avec un demi-sourire. Un silence s'installa, chargé de souvenirs. Puis Pierre soupira. « Tu repars aujourd'hui ?»« Oui. Ma nièce ne peut pas garder mes chats plus longtemps. » Marcel hésita avant d'ajouter « Je reviendrai, pour voir comment ils s'en sortent, le gamin et le cheval. » Pierre hocha la tête, fixant son regard sur Mathieu qui descendait maintenant de l'échelle. « J'ai appelé le docteur Moreau hier soir. »« François Moreau, le vétérinaire ?» étonna Marcel. « Je croyais que vous ne vous parliez plus depuis que j'ai gâché ma vie. »« Oui, mais il reste le meilleur pour les tendons. Il vient cet après-midi examiner Tonnerre. » Marcel posa sa tasse, surpris par ce développement. « Tu t'impliques plus que prévu. »« C'est juste un examen, » se défendit Pierre. « Et puis, j'ai horreur du gâchis. Ce cheval a du potentiel, même blessé. Et le gamin ?» Pierre détourna le regard. « On verra après ta semaine d'essai. » Plus tard, alors que Mathieu appliquait méticuleusement des compresses froides sur la jambe de Tonnerre, Marcel vint lui annoncer son départ. « Pierre a contacté un vétérinaire, » lui apprit-il. « Il arrive cet après-midi. » Les yeux de Mathieu s'illuminèrent. « Vraiment, c'est inespéré. »« Ne t'emballe pas, » tempéra Marcel. « Pierre est compliqué. Un jour, il peut sembler s'ouvrir et le lendemain se refermer comme une huître. »« Je comprends, » acquiesça Mathieu. « Il a été blessé. » Marcel considéra le jeune homme avec une curiosité nouvelle. « Tu es perspicace pour ton âge. » Mathieu haussa les épaules. « Quand on vit dans la rue, on apprend vite à lire les gens. C'est une question de survie. » Marcel sortit un petit carnet de sa poche et griffonna quelque chose. « Tiens, mon numéro. Si tu as besoin de quoi que ce soit, ou si ça se passe mal ici, appelle-moi. »« Merci, » dit simplement Mathieu, touché par ce geste. Après le départ de Marcel, un silence étrange s'abattit sur la propriété. Pierre était enfermé dans son bureau, laissant Mathieu seul avec ses tâches et ses pensées. C'est le bruit d'une voiture qui brisa finalement cette quiétude pesante. Un homme élégant, la soixantaine distinguée, descendit d'une Peugeot impeccable. Le docteur François Moreau portait un long manteau sombre et une écharpe en cachemire, contrastant singulièrement avec l'environnement délabré de la ferme. « Bonjour », le salua Mathieu. « Vous devez être le docteur Moreau. Je suis Mathieu. »« Bonjour, jeune homme », répondit le vétérinaire avec un léger sourire. « Pierre est-il là ? » « Je suis là », annonça Pierre, sortant de la maison. Les deux hommes se dévisagèrent un instant, puis se serrèrent brièvement la main. « Merci d'être venu, François. »« Curiosité professionnelle »,
répliqua le vétérinaire. Quand j'ai entendu que Pierre Clément s'intéressait de nouveau à un cheval, je n'ai pas pu résister. Ils se dirigèrent vers la grange où Tonnerre attendait. Le vétérinaire s'approcha de l'animal avec des gestes calmes et assurés, commençant son examen sous le regard attentif de Mathieu et Pierre. « Tonnerre de Brest », murmura François, en palpant délicatement le tendon blessé. « J'ai suivi ses performances. Un cheval remarquable. L'examen dura presque 1 heure. François manipula la jambe blessée, fit marcher Tonnerre, observa ses réactions. Finalement, il se tourna vers eux, son visage professionnel ne trahissant aucune émotion. « Le diagnostic ?» demanda Pierre, tendu malgré ses efforts pour paraître détaché. « La déchirure du tendon est sévère », commença François, « mais pas irréversible comme on l'a dit à Beaumont. »« Vous voulez dire qu'il peut guérir ?» s'exclama Mathieu, incapable de contenir son espoir. « Avec le bon traitement, oui », confirma le vétérinaire. Des injections de plasma enrichies en plaquettes, une rééducation progressive, beaucoup de patience. Dans 6 mois, ce cheval pourrait remarcher normalement. Dans 1 an, peut-être même trotter ou galoper sans douleur. « Et courir ?» osa demander Pierre. François lui lança un regard perçant. « Tu penses à le remettre en compétition ? C'est juste une question, » se défendit Pierre. « Honnêtement, je n'irai pas jusque-là. Le risque de rechute serait trop grand. » Le vétérinaire regarda Mathieu. « Ce cheval peut avoir une belle vie, mais sa carrière de course est terminée. » Mathieu caressa doucement l'encolure de Tonnerre. « Ça me convient. Je veux juste qu'il soit heureux. » François sourit, puis sortit de sa mallette un flacon et plusieurs seringues. « Je vais commencer le traitement aujourd'hui. Je reviendrai dans 1 semaine. Entre-temps, repos complet, des compresses froides 3 fois par jour et ces anti-inflammatoires. » Après le départ du vétérinaire, Pierre et Mathieu restèrent un moment auprès de Tonnerre, absorbant cette nouvelle perspective. « C'est une bonne nouvelle, » dit finalement Pierre, « mais le traitement coûtera cher. »« Combien ?» demanda Mathieu, la voix tremblante, alors qu'il regagnait la maison après le départ du docteur Moreau. Pierre se dirigea vers son bureau et sortit une vieille calculatrice. Les injections de plasma, environ 500 € chacune. Il en faudra au moins 6. Les anti-inflammatoires, les visites régulières. Il griffonna quelques chiffres. Disons 5 000 € pour commencer, sans compter la nourriture spéciale et les suppléments. Le visage de Mathieu se décomposa. Une somme astronomique pour un adolescent sans le sou. Je trouverai l'argent, balbutia-t-il. Je peux chercher du travail à Chantilly, faire des petits boulots le week-end. Pierre l'observa, une expression indéchiffrable sur le visage. Tu serais prêt à travailler des mois pour un cheval que tu connais depuis moins d'1 semaine ? Oui, répondit Mathieu sans hésitation. Tonnerre mérite cette chance. Pierre soupira profondément. Écoute, j'ai quelques économies. Pas beaucoup, mais assez pour couvrir les premiers traitements. Je ne peux pas accepter, commença Mathieu. Ce n'est pas un cadeau, l'interrompit Pierre. C'est un investissement. Tu travailleras ici. Tu m'aideras à remettre cette propriété en état. Et quand Tonnerre ira mieux, on verra pour la suite. Mathieu étudia Pierre, cherchant à comprendre ce revirement. Pourquoi feriez-vous ça ? L'ancien entraîneur détourna le regard, fixant par la fenêtre la silhouette de la grange où se trouvait Tonnerre. Disons que j'ai passé trop d'années à me morfondre. Peut-être qu'il est temps que je fasse quelque chose d'utile. Et la semaine d'essai ? Terminée, décréta Pierre. Tu as fait tes preuves. Cette nuit-là, Mathieu dormit dans la petite chambre sous les combles que Pierre lui avait attribués. Pour la première fois depuis des mois, il s'endormit avec un sentiment de sécurité et, plus surprenant encore, d'espoir. Les jours se transformèrent en semaines. Février céda la place à mars, apportant les premiers signes timides du printemps.
Sous la supervision attentive de Pierre et les soins constants de Mathieu, Tonnerre commençait à montrer des signes d'amélioration. Le docteur Moreau, qui venait maintenant régulièrement, était optimiste. « Le tendon cicatrise bien », annonça-t-il lors de sa 4e visite. « Nous pourrons bientôt commencer une rééducation légère. » La propriété elle-même semblait renaître. Mathieu travaillait sans relâche, réparant les clôtures, nettoyant les dépendances, repeignant ce qui pouvait l'être. Pierre, d'abord réservé, s'impliquait de plus en plus, partageant son expertise sur les chevaux et, plus rarement, des bribes de son passé. Un soir, alors qu'il terminait de réparer le toit de la grange principale, Pierre observa Mathieu qui clouait les dernières planches avec une précision étonnante pour son âge. « Tu as déjà fait ça avant ?» Mathieu hocha la tête. « Mon père, mon vrai père, pas mon beau-père, était charpentier. Avant qu'il ne meure, il m'emmenait parfois sur ses chantiers. Quand est-il décédé ? J'avais 8 ans. Cancer du poumon. » Mathieu enfonça un dernier clou avec une force qui trahissait son émotion contenue. Ma mère a rencontré Philippe 2 ans plus tard. Au début, tout allait bien. Puis il a perdu son travail, a commencé à boire et... Il laissa sa phrase en suspens, mais Pierre comprit. Ma femme m'a quitté quand le scandale a éclaté, confia Pierre à son tour, surprenant Mathieu par cette confession inattendue. Elle est partie avec notre fils, Thomas. Il avait 5 ans, il en a 20 maintenant. Je ne l'ai pas revu depuis. Vous avez essayé de le contacter ? Pierre secoua la tête. Que lui dirais-je ? Désolé d'avoir détruit notre famille par orgueil et stupidité. La vérité est un bon début, suggéra simplement Mathieu. Pierre le regarda avec un mélange d'étonnement et de respect. Tu n'es vraiment pas un adolescent ordinaire, Mathieu Lefebvre. Un matin de début avril, alors que Mathieu conduisait Tonnerre pour sa première véritable séance de rééducation, une marche lente dans le petit paddock que Pierre et lui avaient remis en état, une Mercedes noire s'engagea dans l'allée de la propriété. Pierre, qui surveillait la séance, se figea en reconnaissant le véhicule. « Retourne Tonnerre à l'écurie », ordonna-t-il à Mathieu. « Tout de suite », le ton ne souffrait aucune discussion. Mathieu s'exécuta, sentant instinctivement que quelque chose n'allait pas. Par la porte entr'ouverte de la grange, il observa François Beaumont sortir de la voiture, suivi par un homme en costume qui tenait une mallette. Pierre Clément, lança Beaumont avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. « Quelle charmante propriété tu as là. »« Que veux-tu, François ?» demanda Pierre sans préambule. « Je suis venu voir comment se porte mon investissement. » répondit Beaumont, scrutant les alentours. « Le cheval que j'ai si généreusement donné à ce jeune vagabond. »« Le cheval se porte bien, » répliqua Pierre, tendu. « Tu as eu tes photos pour la presse. » L'affaire est close. Beaumont fit signe à l'homme en costume qui ouvrit sa mallette et en sortit des documents. « Pas tout à fait. Vois-tu, après réflexion, je trouve que j'ai été un peu hâtif dans ma décision. Ce cheval, même blessé, vaut bien plus que je ne l'imaginais. »« Tu as signé un contrat, » rappela Pierre, les poings serrés. « Un contrat qui stipule que le cheval doit être correctement entretenu et soigné, » précisa Beaumont. « Or, d'après mes informations, ce jeune homme vit illégalement chez toi, sans tuteur légal, sans scolarisation. Ce n'est guère un environnement adéquat pour un animal de valeur, tu ne crois pas ?» Depuis la grange, Mathieu sentit son cœur s'accélérer. Comment Beaumont avait-il su où les trouver? Que voulait-il vraiment? « Je peux savoir comment tu as trouvé cet endroit ?» demanda Pierre, croisant les bras. Beaumont sourit avec suffisance. Marcel Dubois n'est pas aussi discret qu'il le pense. Un de mes assistants l'a suivi lors de sa dernière visite. Mathieu, qui observait toujours depuis la grange, sentit une vague de culpabilité. Marcel S. était impliqué pour l'aider, et maintenant il risquait des ennuis. « Que veux-tu réellement, François ?» insista Pierre. « Je te connais. Ce n'est pas pour un cheval blessé que tu te déplaces en personne. »
Beaumont balaya les environs d'un geste de la main. Cette propriété, elle a du potentiel, même dans son état lamentable. Elle se trouve sur un emplacement stratégique pour mon nouveau projet immobilier. Pierre éclata d'un rire amer. Alors c'est ça? Tu as appris que J était ici et tu as flairé une opportunité? Disons que je suis prêt à te faire une offre généreuse, proposa Beaumont, considérant ta situation financière précaire. Ma réponse est non, trancha Pierre. Cette terre appartient à ma famille depuis 3 générations. Le visage de Beaumont se durcit. Dans ce cas, je reprendrai mon cheval. Et j'informerai les services sociaux qu'un mineur en fugue vit illégalement chez toi. Mathieu ne put se contenir plus longtemps. Il sortit de la grange et s'avança vers les 2 hommes. Vous ne pouvez pas reprendre Tonnerre. Vous avez signé un contrat. Ah, le jeune héros railla Beaumont. Tu connais la valeur d'un contrat, gamin? Elle dépend de ta capacité à le défendre. Avez-vous les moyens d'engager des avocats? Il regarda ostensiblement les bâtiments délabrés. J'en doute. Pierre fit un pas en avant, se plaçant instinctivement entre Mathieu et Beaumont. Tu te trompes de cible, François. Ce n'est pas le cheval que tu veux, c'est ma propriété, et tu ne l'auras pas. Très bien, concéda Beaumont avec un calme inquiétant. Jouons carte sur table. Je veux acheter ce terrain, oui. Mais je suis aussi sincèrement préoccupé par le bien-être de ce cheval. Tonnerre vaut encore une petite fortune comme étalon reproducteur, même avec sa blessure. Reproducteur, s'étonna Mathieu, mais il est blessé. Son ADN reste exceptionnel, expliqua Beaumont. Ses poulains se vendraient à prix d'or. Pierre plissa les yeux. Et maintenant que tu as appris que son tendon guérit, tu le veux à nouveau. Je propose un compromis, dit Beaumont. Je vous laisse garder le cheval jusqu'à sa complète guérison. Vous bénéficiez des meilleurs soins vétérinaires, à mes frais. En échange, je deviens copropriétaire et j'obtiens les droits exclusifs sur sa progéniture future. Et pour la propriété? Demanda Pierre, méfiant. Nous en rediscuterons plus tard, éluda Beaumont. Pour l'instant, concentrons-nous sur Tonnerre. Un silence tendu s'installa. Mathieu regarda Pierre, cherchant une indication sur la conduite à tenir. « Nous devons réfléchir », déclara finalement Pierre. « Reviens demain. 24 heures, accepta Beaumont. Pas une de plus. Il regarda Mathieu. Quant à toi, jeune homme, j'ai pris la liberté de contacter ta mère. Elle était très inquiète. Le sang de Mathieu se glaça. Vous avez fait quoi? Elle arrive demain avec mon assistant, n'est-ce pas merveilleux? Une famille réunie. Après le départ de Beaumont, Mathieu s'effondra sur une chaise dans la cuisine, tremblant de tous ses membres. Il ne peut pas faire ça, murmura-t-il. Si je retourne là-bas, tu n'iras nulle part, affirma Pierre avec une fermeté surprenante. Pas si tu ne le veux pas. Mais ma mère... La loi, ta mère a choisi de ne pas te protéger, rappela Pierre. Quant à la loi, disons que j'ai encore quelques relations. François n'est pas le seul à pouvoir jouer à ce jeu. Pierre s'assit face à Mathieu, le regard déterminé. Écoute-moi bien. En quelques semaines, tu as fait plus pour cette propriété et pour moi que quiconque depuis des années. Tu as réveillé quelque chose que je croyais mort. Tu ne retourneras pas dans cette situation, point final. Et Tonnerre. François ne l'aura pas non plus, promit Pierre. J'ai une idée, mais elle est risquée. Plus tard ce soir-là, après avoir appelé Marcel pour l'informer de la situation, Pierre et Mathieu se tenaient devant Tonnerre. Le cheval semblait sentir leur inquiétude, s'agitant nerveusement dans sa stalle. « Voilà mon plan », annonça Pierre. « Je connais un avocat à Paris, Philippe Rousseau. Il a témoigné pour ma défense lors du scandale, l'un des rares à l'avoir fait. Il pourrait nous aider sur le plan légal, pour ta situation et pour Tonnerre. Vous pensez qu'il peut vraiment nous aider contre quelqu'un comme Beaumont? Philippe est coriace, assura Pierre, mais surtout, j'ai quelque chose que François veut vraiment. La propriété? Pas seulement. Il y a autre chose, Pierre hésita. Tu te souviens quand je t'ai parlé de mon fils Thomas?
Il travaille maintenant pour un grand journal équestre. Si cette histoire de sauvetage de cheval et de tentative d'intimidation par un riche promoteur venait à être publiée, Mathieu comprit. Ce serait désastreux pour l'image de Beaumont. Exactement. Pierre caressa doucement l'encolure de Tonnerre. François se présente aux élections municipales l'an prochain. Un scandale est la dernière chose dont il a besoin. Mathieu regarda Pierre avec un mélange d'admiration et d'inquiétude. Vous contacteriez votre fils après toutes ces années pour nous aider? Pierre soupira profondément. Il est peut-être temps, comme tu l'as dit, de commencer par la vérité. Le lendemain matin, Mathieu était déjà dans l'écurie à l'aube, comme si sa proximité avec Tonnerre pouvait le protéger des orages qui s'annonçaient. Pierre l'y retrouva, 2 tasses de café fumant à la main. « J'ai joint Philippe hier soir », annonça-t-il en tendant une tasse au jeune homme. « Il arrive à midi. »« Et votre fils ?» osa demander Mathieu. Pierre détourna le regard. « J'ai laissé un message à la rédaction de son journal. Je ne sais pas s'il rappellera. » Ils restèrent silencieux un moment, observant Tonnerre qui ébrouait doucement dans sa stalle. Le cheval avait indéniablement repris du poids et de la vigueur depuis son arrivée à la ferme. Sa robe noire brillait désormais d'un éclat sain et même sa jambe blessée semblait porter plus fermement son poids. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, dit finalement Pierre, sache que tu as fait quelque chose de remarquable avec ce cheval. Personne ne pourra te l'enlever. » Le bruit d'une voiture dans l'allée les tira de ce moment de complicité. Par la porte de la grange, ils aperçurent une Citroën grise d'où descendirent 2 personnes, une femme mince aux cheveux châtains et l'assistant de Beaumont. « C'est elle, » murmura Mathieu, le visage soudain pâle. « Ma mère. » Pierre posa une main ferme sur l'épaule du jeune homme. « Tu n'es pas obligé de lui parler si tu ne le souhaites pas. »« Non, » décida Mathieu après un instant d'hésitation. « Je dois l'affronter, une bonne fois pour toutes. » Ils sortirent ensemble de la grange pour accueillir les visiteurs. Sophie Lefebvre s'immobilisa en voyant son fils, une expression complexe traversant son visage. Soulagement, culpabilité et autre chose que Mathieu ne parvint pas à identifier. « Mathieu, » dit-elle simplement. « Bonjour maman, » répondit-il, la voix plus assurée qu'il ne l'aurait cru. L'assistant de Beaumont éclaircit la gorge. Madame Lefebvre est venue récupérer son fils mineur, comme la loi l'y autorise. Pierre s'avança. La loi protège aussi les mineurs contre les situations dangereuses, n'est-ce pas, comme un foyer avec un adulte violent? Sophie tressaillit visiblement à ces mots. « Philippe n'est plus là, » dit-elle à Mathieu. « Il est parti. Je l'ai mis dehors après ton départ. » Cette révélation surprit Mathieu. « Vraiment? J'aurais dû le faire bien avant, » admit Sophie, les yeux brillants de larmes contenues. « Je n'ai pas été la mère que tu méritais, Mathieu, mais je voudrais essayer de réparer ça, si tu me laisses une chance. » Mathieu étudia sa mère, cherchant à détecter la moindre trace de mensonge. « Comment puis-je te croire? Tu as choisi son côté pendant des années. »« Je sais, » concéda-t-elle, « je n'ai pas d'excuses, juste des regrets et une demande de pardon. » L'assistant de Beaumont s'impatienta. « Tout ceci est très touchant, mais nous avons un accord avec Monsieur Beaumont. Le garçon rentre chez lui et le cheval... » « Quel accord ?» l'interrompit Sophie, fronçant les sourcils. « Madame Lefebvre n'est au courant d'aucun accord concernant le cheval, » intervint une nouvelle voix. Un homme élégant en costume sombre venait d'arriver, une mallette à la main. « Je suis maître Philippe Rousseau, avocat. »« Et vous êtes en train d'intimider un mineur, ce qui constitue un délit. » L'assistant recula d'un pas, déstabilisé par cette intervention inattendue. « Je représente simplement les intérêts de Monsieur Beaumont concernant son cheval. »« Ex-cheval, » corrigea l'avocat, sortant un document de sa mallette. «
Voici le contrat signé par Monsieur Beaumont, cédant tous ses droits sur Tonnerre de Brest à Mathieu Lefebvre. Un contrat parfaitement légal et sans condition. Sophie regardait la scène avec confusion. Je ne comprends pas. Monsieur Beaumont m'a dit qu'il avait retrouvé Mathieu par hasard et voulait m'aider à le ramener à la maison. Il vous a menti, expliqua Pierre. Ce qu'il veut, c'est ma propriété et ce cheval. Votre fils n'est qu'un moyen de pression. Une voiture s'engagea dans l'allée, la Mercedes de Beaumont. Mais à la surprise générale, une seconde voiture la suivait, un véhicule utilitaire portant le logo d'une chaîne de télévision régionale. Beaumont sortit de sa voiture, visiblement contrarié par cette présence médiatique imprévue. Un jeune homme élégant descendit du véhicule de presse, caméra à l'épaule, suivi par une journaliste. Malgré les années, Pierre reconnut immédiatement son fils. « Thomas », murmura-t-il, stupéfait. Le jeune homme s'approcha, son regard passant de Pierre à Mathieu, puis à Tonnerre qui observait la scène depuis le paddock. « Bonjour, papa », dit-il sobrement. « J'ai reçu ton message et j'ai fait quelques recherches sur cette histoire de cheval sauvé de l'abattoir. Ça ferait un excellent reportage, tu ne crois pas ?» Beaumont s'avança, le visage empourpré. « Qu'est-ce que c'est que cette mise en scène ?» Thomas, je connais bien votre rédacteur en chef, qui serait ravi d'un scoop sur comment un candidat au municipal tente d'intimider un adolescent et un ancien entraîneur pour récupérer un cheval qu'il avait abandonné, compléta Thomas avec un sourire assuré. N'est-ce pas, monsieur Beaumont ? Le visage de François Beaumont se décomposa en voyant les caméras braquées sur lui. En homme d'affaires avisé, il comprit immédiatement que la situation lui échappait. « Je pense qu'il y a un malentendu, » dit-il, retrouvant rapidement sa contenance. « Je suis simplement venu m'assurer du bien-être de Tonnerre. Après tout, c'est un cheval exceptionnel. Un cheval que vous vouliez envoyer à l'abattoir, » rappela Thomas, son micro tendu vers le promoteur, « avant que Mathieu ne le sauve. »« N'est-ce pas ?» Beaumont lança un regard venimeux à Pierre. « Je vois que tu as bien préparé ton coup, Clément. »« J'ai simplement dit la vérité à mon fils, » répondit Pierre. « Quelque chose que j'aurais dû faire il y a bien longtemps. » Maître Rousseau s'avança, imperturbable. « Monsieur Beaumont, permettez-moi d'être direct. Votre tentative d'intimidation pourrait être interprétée comme du harcèlement. Je vous suggère de reconsidérer votre position. » Beaumont regarda tour à tour Pierre, Mathieu, Thomas avec sa caméra, l'avocat, puis finalement Sophie, qui observait la scène avec une expression mêlant confusion et détermination croissante. « Très bien, » concéda-t-il finalement, « gardez ce cheval boiteux. Quant à la propriété, » il se tourna vers Pierre. « Ce n'est que partie remise, Clément. Il ne pourra pas la sauver éternellement. » Sur ces paroles, il fit signe à son assistant et retourna vers sa voiture. Avant de monter, il se retourna une dernière fois. « Vous n'avez pas les moyens de faire soigner correctement ce cheval. Dans 6 mois, vous viendrez me supplier de le racheter. » Après le départ de Beaumont, un silence étrange s'installa dans la cour de la ferme. Thomas fit signe à sa collègue journaliste de couper la caméra. « Merci d'être venu, » dit Pierre, s'approchant maladroitement de son fils. « Je ne savais pas si tu... »« Si je répondrais » compléta Thomas. « Je ne le savais pas non plus. » Il regarda autour de lui, observant la propriété familiale qu'il n'avait pas vue depuis l'enfance. « C'est plus petit que dans mes souvenirs. »« Tu as grandi » répondit simplement Pierre. Thomas hocha la tête, puis désigna Tonnerre qui les observait depuis son paddock. « Alors c'est lui, le fameux Tonnerre de Brest. Je l'ai vu courir il y a 2 ans. Il était magnifique. »« Il l'est toujours, » intervint Mathieu avec conviction. « Sa blessure guérit. Le docteur Moreau dit qu'il pourra bientôt galoper à nouveau. » Thomas sourit légèrement. « Je serais intéressé d'en faire un reportage complet. » C'est le cheval condamné qui renaît grâce à un adolescent et un entraîneur déchu. Ça ferait une belle histoire. Pas trop d'emphase sur l'entraîneur déchu, si possible, plaisanta Pierre.
tentant maladroitement d'alléger l'atmosphère. Un sourire fugace passa sur le visage de Thomas. « Je vais voir ce que je peux faire. » Il hésita avant d'ajouter « Maman aimerait savoir comment tu vas. » Pierre tressaillit à cette mention. Elle va bien. Elle s'est remariée il y a 10 ans. Elle est heureuse. Thomas consulta sa montre. « Je dois repartir, mais peut-être que je pourrais revenir pour ce reportage. » « J'aimerais ça, » admit Pierre, la voix légèrement enrouée. Pendant ce temps, Sophie S. était approchée de Mathieu, maintenant une distance respectueuse, comme craignant de l'effrayer. « Est-ce que tu es heureuse ici ?» demanda-t-elle doucement. Mathieu regarda la ferme, puis Pierre qui discutait avec son fils, et enfin Tonnerre. « Oui, » répondit-il avec assurance, « pour la première fois depuis longtemps. »« Je comprends, » dit Sophie, « mais légalement, Madame Lefebvre, intervint Maître Rousseau qui était approché discrètement. Il existe des solutions. Une autorisation parentale pour un hébergement chez Monsieur Clément, par exemple. Votre fils pourrait reprendre sa scolarité tout en restant ici. Et si je voulais qu'il rentre à la maison ? Demanda Sophie, bien que son ton suggéra qu'elle connaissait déjà la réponse. Alors, nous devrions aborder la question de la négligence passée, répondit l'avocat avec tact mais fermeté, ce qui pourrait s'avérer compliqué. Sophie observa son fils, une tristesse résignée dans le regard. « Tu ne me fais plus confiance, n'est-ce pas ? J'ai besoin de temps, » répondit honnêtement Mathieu. « Mais tu pourrais venir me voir, régulièrement, si tu veux. »« Je le veux, » affirma Sophie, les larmes aux yeux. Plus que tout. Dans les semaines qui suivirent, un équilibre fragile s'établit. Sophie venait chaque week-end, reconstruisant patiemment sa relation avec son fils. Thomas revint pour son reportage, passant plusieurs jours à filmer Tonnerre et à interviewer Mathieu et Pierre. Ces moments, bien qu'empreints d'une certaine maladresse, permirent à père et fils d'amorcer une réconciliation prudente. Quant à Tonnerre, ses progrès dépassaient les espérances du docteur Moreau. En juin, le vétérinaire autorisa les premiers galops contrôlés. Voir le magnifique étalon noir s'élancer à nouveau, sa crinière flottant au vent, tandis que Mathieu le guidait avec une confiance tranquille, arracha des larmes à Pierre. « Il est prêt !» déclara-t-il un soir, alors qu'ils observaient Tonnerre paître paisiblement. « Prêt pour le test final. »« Le test ?» étonna Mathieu. Pierre hocha la tête, une lueur déterminée dans le regard. « Le prix de Saint-Cloud. » Une course moins prestigieuse que l'Arc de Triomphe, mais suffisamment importante pour faire taire définitivement Beaumont. Mathieu écarquilla les yeux. « Vous voulez que Tonnerre court à nouveau ? En compétition ? Mais le docteur Moreau a dit qu'il ne pourrait plus courir au niveau professionnel, » compléta Pierre. « Mais il n'a jamais dit qu'il ne pourrait pas courir une dernière fois. » Une course pour l'honneur. C'est de la folie, protesta le docteur Moreau en examinant Tonnerre une dernière fois la veille du prix de Saint-Cloud. Le tendon a cicatrisé admirablement, mais une course professionnelle est un tout autre niveau de stress. C'est un risque calculé, insista Pierre. Tonnerre est prêt. Et le jockey ? Demanda le vétérinaire. Qui montera ce cheval ? Pierre et Mathieu échangèrent un regard. Moi, répondit le jeune homme, je le montrai. Toi ? S'exclama François Moreau. Tu n'es pas jockey professionnel ? Non, admit Mathieu. Mais je connais Tonnerre mieux que quiconque. Il me fait confiance. Au cours des 2 mois qui avaient précédé, Pierre avait entraîné Mathieu avec une rigueur implacable. Le jeune homme, qui n'avait jamais monté en compétition, avait absorbé les leçons avec une détermination stupéfiante. Leur lien avec Tonnerre, cette compréhension presque surnaturelle entre le cheval et l'adolescent, compensait en partie son manque d'expérience. « Si Tonnerre doit courir une dernière fois, » avait expliqué Pierre, « ce doit être avec toi. Vous avez guéri ensemble. Vous franchirez la ligne d'arrivée ensemble. »
La nouvelle de la participation de Tonnerre de Brest au prix de Saint-Cloud avait créé une sensation dans le monde hippique français. Le reportage de Thomas, diffusé un mois plus tôt, avait transformé Mathieu et Tonnerre en véritables symboles de persévérance. Des milliers de lettres de soutien avaient afflué, et les médias parlaient déjà du miracle du cheval noir. François Beaumont, fidèle à lui-même, avait tenté de discréditer cette tentative. Une pure opération publicitaire, avait-il déclaré à la presse. Ce cheval n'a aucune chance de terminer la course, encore moins de la gagner. Le matin de la course, l'hippodrome de Saint-Cloud grouillait d'une foule inhabituelle. Des banderoles de soutien pour Tonnerre et Mathieu étaient visibles dans les tribunes. Marcel était venu avec sa nièce. Le docteur Moreau attendait nerveusement dans l'enceinte vétérinaire et même Maître Rousseau avait fait le déplacement. Dans le box de préparation, Pierre ajustait la selle, tandis que Mathieu, vêtu des couleurs traditionnelles de l'écurie Clément, bleu roi et argent, ressemblait à peine à l'adolescent famélique qui avait franchi la porte de la ferme 6 mois plus tôt. « N'oublie pas, conseilla Pierre, ménage-le dans le premier tournant, laisse les autres prendre la tête. Tonnerre a toujours été un finisseur. » Mathieu hocha la tête, étrangement calme malgré l'enjeu. « On va y arriver » murmura-t-il à l'oreille de Tonnerre qui s'ébroua comme en réponse. Sophie s'approcha, hésitante. « Je suis si fière de toi » dit-elle en ajustant le col de la veste de course de son fils. Ces derniers mois de visites régulières avaient commencé à reconstruire leur relation, lentement mais sûrement. « Merci d'être venue, maman » répondit Mathieu, lui offrant un sourire sincère. Thomas arriva, caméra à l'épaule. « Mais ils sont tous là, annonça-t-il. Toute la presse nationale, et Beaumont est dans la tribune d'honneur. »« Parfait !» répondit Pierre, un sourire déterminé aux lèvres. L'appel à la course retentit. Mathieu monta sur Tonnerre avec l'aisance née de centaines d'heures passées ensemble. Alors qu'il se dirigeait vers la piste, Pierre posa une dernière fois sa main sur la jambe du jeune homme. « Quoi qu'il arrive aujourd'hui, dit-il avec une émotion inhabituelle dans la voix, sache que tu as déjà gagné la course qui compte vraiment. » Les 14 chevaux s'alignèrent au départ, sous un soleil éclatant. Tonnerre, portant le numéro 13, était magnifique, sa robe noire luisant comme de l'obsidienne, sa musculature parfaitement dessinée. À côté des jockeys professionnels, Mathieu paraissait presque frêle, mais son regard reflétait une détermination d'acier. Le coup de feu retentit. Les chevaux élancèrent dans un tonnerre de sabots. Comme prévu, Tonnerre resta en retrait pendant la première moitié de la course, économisant ses forces. Les commentateurs notaient avec surprise la maîtrise étonnante du jeune jockey amateur. Au dernier virage, Tonnerre était 7e. C'est alors que Mathieu se pencha à son oreille et murmura quelques mots que lui seul pouvait entendre. Comme électrisé, étalon noir accéléra soudainement, dépassant 1, puis 2, puis 3 concurrents. Les tribunes se levèrent comme un seul homme. Le rugissement de la foule portant Tonnerre et Mathieu alors qu'ils remontaient inexorablement le peloton. Dans la dernière ligne droite, il n'en était plus qu'à une longueur du leader, étoile filante, montée par le champion en titre. « Allez, Tonnerre !» hurla Pierre, abandonnant toute retenue. Dans un effort final prodigieux, Tonnerre puisa dans ses dernières réserves. Sa foulée s'allongea, majestueuse et puissante. À 10 mètres de l'arrivée, il prit l'avantage d'une courte tête. Tonnerre de Brest et son incroyable jockey Mathieu Lefebvre remportent le prix de Saint-Cloud, s'époumonna le commentateur. C'est un miracle. Le cheval condamné à l'abattoir il y a 6 mois vient de écrire l'une des plus belles pages de l'histoire du turf français. La foule explosa de joie. Des larmes coulaient librement sur le visage de Pierre, rejoignant celles de Sophie, Marcel et même Thomas qui filmait toujours. Dans la tribune d'honneur, François Beaumont éclipsa discrètement, défaite une fois pour toutes. Mathieu franchit la ligne d'arrivée, le visage radieux,
une main caressant avec gratitude l'encolure de Tonnerre. Ce N n'était pas seulement une course qu'il venait de gagner, mais une bataille contre le destin, contre l'abandon, contre le désespoir. Dans le cercle des vainqueurs, entouré de journalistes et de caméras, Mathieu descendit de sa monture et se jeta dans les bras de Pierre. L'ancien entraîneur déchu et l'adolescent sans abri, unis par un cheval que personne ne voulait plus, avaient ensemble accompli l'impossible. « On l'a fait », murmura Mathieu. « On l'a vraiment fait ?»« Non », corrigea Pierre, serrant le jeune homme contre lui avec une fierté paternelle qu'il ne cherchait plus à dissimuler. « Tu l'as fait, mon fils. Tu nous as tous sauvés.